Africain numéro 1, parce qu'ils savent qu'Africain numéro 1, c'est une radio qui va toucher le public africain de Paris. Et donc, ils ont besoin de ce public-là. Tout le talent de Francis et de son directeur d'antenne, c'est d'être entre les intérêts économiques et politiques. Comment gérer justement cette contradiction entre les pressions? C'est pas une contradiction. Moi, je le vois pas comme une contradiction. Je le vois comme pour le vous, flux qui. Mais il n'y a pas de pression insidieuse, il n'y a pas de pression amicale qui vous incite à orienter. Quand la République de X a pris un public pour 50 000 et que 3 mois après, vous allez faire un papier pour dire oui, c'est pas normal, ceci et cela, il y a un gars qui va vous appeler, qui va vous dire mais enfin Ziad, on est amis quand même et tout. Je dis, oui, on est amis, on se connaît, vous faites de la pub, mais ça m'empêche pas. De dire sur certaines choses ce qu'on pense. Alors, ce qui est vrai, pour être tout à fait franc, c'est que ça va nuancer la critique. Évidemment que ça va nuancer. Voilà. Oui, non, mais tout le monde le sait. Oui, non, mais enfin, tout dépend du positionnement aussi, puisqu'on parle de la... Voilà, exactement. Je veux dire, je pense que Ziad n'a pas dit d'Afrique Magazine que son canard était un canard d'information pure. C'est aussi des pages de divertissement, des pages de découverte et tout cela, et donc de publier reportages. Non, moi je voulais vraiment revenir sur les éléments de langage, mais je reviendrai sur votre question. Parce que c'est vrai que sur ces éléments de langage-là, certains éléments de langage sont pour l'Afrique, c'est le chef de guerre. C'est aussi aujourd'hui, vous savez que le tribunal pénal international, c'est crime contre l'humanité, c'est-à-dire on entend nos journalistes à longueur, et là, pour le coup, on est dans le suivisme. Hein. On emploie cette terminologie de crime contre l'humanité, en règle générale, du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent africain. Aujourd'hui, regardez les médias, regardez, et personne ne s'étonne ou ne s'inquiète de voir qu'au TPI ne sont traduits devant cette cour que des anciens responsables africains, présidents ou autres, ou parler de la guerre. CPI, oui. Voilà, oui. Ah oui, l'ex-Yougoslavie, c'est un tribunal à part. Vous pouvez financer en disant qu'à La Haye, il y a la prison de la Cour pénale internationale où il y a uniquement des Congolais. Et désormais, monsieur Gbagbo. Moi, je suis plutôt sur le traitement. La justice internationale attaque clé pour l'instant. Non, c'est pas ça. Je suis sur le traitement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pas revenir sur... Il y a plus de crimes contre l'humanité actuellement, sans doute en Afrique, qu'il y en a en Europe. Alors vous savez, j'estime, puisqu'on parle aussi... Attendez, on parle également de crimes de guerre. On parle de crimes de guerre. Oui. Vous savez, je vais dire quelque chose qui risque de choquer. Non, je parle pas d'Europe. Mais j'estime que les États-Unis, l'intervention en Afghanistan et l'intervention en Irak en 2003 sont pour moi des crimes de guerre. Il y a des crimes de guerre. Il y a des guerres iniques, des guerres illégales, très clairement. L'intervention en Afghanistan est une intervention illégale. C'est une intervention de cow-boy contre les Indiens. En même temps, ils n'ont pas ratifié le statut de Rome pour la CPI. Alors, vous dites les met plus ou moins à l'abri. Je ne vois absolument pas en quoi la guerre en Afghanistan est une guerre illégale, étant donné qu'elle a été menée sous le chapitre 8 du Conseil de sécurité, qu'elle a été votée, qu'une intervention a été admise, qu'elle n'est pas contraire à la charte de l'OTAN, qu'il y a un gouvernement légal et légitime en Afghanistan qui a fait appel à cette force. Je mais il y a de toute façon un décalage. Pourquoi est-ce que c'est une guerre? Il y a un décalage entre les résolutions qui sont adoptées aux Nations Unies, ce qu'en pensent les opinions publiques. Et pour revenir à ce que vous disiez, en fait, vous estimez pour le coup que, prenons le cas de la CPI, que ce n'est pas normal, si je vous suis bien, que pour l'instant, les gens qui sont traduits devant cette juridiction, non, mais attendez, comme par hasard, toutes les instances, tous ces mécanismes internationaux ne sont là que pour, aujourd'hui, très clairement, asseoir le pouvoir de l'Occident sur le reste du monde. Et on voit bien que la façon dont, je sais, c'est grave ce que je dis, peut-être lourd de conséquences, et tout ce qui... c'est simple. Pardon ? Vous n'avez pas l'air d'accord. Vous avez une autre théorie, à mon avis. Ça ne colle pas tout à fait. La dernière guerre illégale, si on parle de guerre illégale, par exemple, je pense que la guerre en Yougoslavie était une guerre qui était profondément illégale. Aller bombarder... Attendez, juste une minute. 78 jours de bombardement sur la Serbie, qui sont d'ailleurs... C'est une guerre qui s'est terminée par une défaite. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Serbes ont gagné cette guerre d'une certaine manière, puisque le protocole, l'accord auquel on est parvenu après cette longue campagne de bombardement, était plus favorable au gouvernement serbe et à l'État serbe que ce qu'on voulait lui imposer dans les négociations de Rambouillet. Donc il y a eu 2 mois et demi de bombardement intensif, sans mandat de l'ONU, au mépris de la charte de l'OTAN,
et avec des crimes de guerre, ce qui relève du crime de guerre, c'est-à-dire des bombardements de civils, l'utilisation de bombes à fragmentation, etc. etc. Là, il y a effectivement... Ce que les Américains ont utilisé en Afghanistan. Vous diriez à ce moment-là, et en Irak après, pour le coup, a été traitée d'une certaine manière pour qu'elle soit rendue légale. Cette guerre-là a été applaudie à tout rompre et soutenue mordicus par tous les médias français, avec toute la classe politique derrière, alors que cette guerre est profondément contestable. Dans ses résultats, dans ses buts, elle a provoqué en fait la catastrophe qu'elle prétendait conjurer, c'est-à-dire l'exode des populations kosovares et finalement une fracture ethnique entre le Kosovo et le reste de la Serbie. Et elle est très lourde de conséquences parce qu'elle a constitué un précédent et qu'on s'en est servi ensuite, aussi bien les Russes pour l'Ossétie, l'Abkhazie et pour reconnaître leur indépendance, que d'autres conflits, comme par exemple le conflit libyen. On pourrait y revenir. Donc là, il y a eu un tour de passe-passe extraordinaire qui s'est fait parce que la réelle politique s'est imposée, parce que le gouvernement français a été faible, en l'occurrence, et que Védrine s'est laissé tordre le bras dans le dos. À l'époque, c'était Madame Albright. Je suis sur la couverture des médias. Mais les médias ont été extraordinaires parce que les médias ont applaudi et ont systématiquement minimisé ce qui se passait sur le terrain. Il y avait un clown, ou du moins un Pinocchio avec un nez interminable qui s'appelle Jimmy Shee, qui était le porte-parole de l'OTAN, et tout le monde reprenait ce que disait Jimmy Shee. Et n'existaient que les images qui étaient produites par les médias en guerre, du camp en guerre, puisque les Yougoslaves étaient complètement... à l'OTAN, il y a des chances que l'information soit à la fois fragmentée mais qu'en face, vous avez et une vieille manipulée dès le dictature. départ. Vous aviez une dictature qui était complètement figée, rigide, vieillotte, paranoïaque, qui était le pouvoir tyrannique de Milosevic, qui était incapable de produire une information, une contre-information qui soit crédible. Et donc, ils se sont d'ailleurs fait bombarder leur télé, on a supprimé tous les médias là-bas. Ce que vous dénoncez sur l'ex-Yougoslavie, on retrouve le même schéma en Afghanistan. Non, mais les raisons de l'intervention américaine ne sont pas acceptables. Oui, d'un point de vue moral, alors... Ce que je veux dire simplement, c'est que jusqu'à... Et l'Irak... On ne vous mettra pas d'accord. Non, Les ne sont pas des Africains. Non, mais bien sûr. Et l'Irak plus tard. Et l'Irak plus tard, en 2003. L'intervention irakienne, l'intervention américaine en Irak, en 2003, est également une guerre illégale. Peut-on considérer que c'est une guerre illégale ? On va y revenir. Ce qui fait la richesse quand même, pour redonner de l'optimisme à Claudie, des médias du monde riche et du monde démocratique, c'est qu'il y a une diversité d'opinions dans ces médias qui, même dans des cas comme l'affaire de la Yougoslavie, même dans des cas comme l'affaire de la guerre d'Irak, etc., il y a des opinions dissidentes, il y a des canards dissidents, il y a des journalistes qui ont une certaine stature publique, qui prennent des positions à l'encontre du mainstream général. Donc il ne faut pas trop non plus taper sur le baudet en disant cette presse, c'est une presse de puissance ou ces médias, c'est des médias de puissance, etc. C'est quand même le reflet de sociétés démocratiques dans lesquelles il y a des tas de réflexes démocratiques. Et attendez, laissez-moi, stop, time out. Et que le monde diplomatique donne un autre éclairage. Ben justement, enfin, on n'est pas, on n'est pas du tout. Enfin, d'abord, si vous croyez qu'on peut maîtriser la rédaction de France 2 comme on maîtrise une armée, moi j'ai 7 journalistes, je peux vous dire que c'est ingérable. J'imagine 200 journalistes qui ont des opinions publiques qui vont de la gauche maoïste jusqu'à la droite ultralibérale, donc c'est quand même pas évident à gérer. Moi je pense que c'est quand même tout ça, c'est un peu un chaos créatif. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui participent à ce métier, alors qu'il y ait des gens très puissants sur le plan politique, des patrons de presse, des gens du parti politique, des gens au gouvernement, qui essayent d'orienter une opinion vers quelque chose qui leur semble essentiel. Par exemple, dans le cas de la Yougoslavie, il fallait casser Milosevic. Dans le cas de la guerre d'Irak, l'opinion publique française était totalement vent debout contre cette guerre, donc on ne peut pas dire que c'est l'Occident. Il y avait les Américains d'un côté qui voulaient faire la guerre, et encore aux États-Unis, il y avait beaucoup d'opinions dissidentes qui se sont, au début assez calmes, et après des grands journaux comme le New York Times ont pris position. Peut-être vous me direz un peu tard, mais c'est mieux vaut tard que jamais. Donc je pense que la société est beaucoup plus diversifiée et moins univoque. Et les éléments de langage, les éléments de langage dont parlait Claudie, vous les trouvez aussi en Afrique ou dans les pays du Sud, où on est tout le temps dans le complot blanc, on est tout le temps dans le complot colonial, dans une espèce de truc, dans un schéma qu'on retrouve. Puisque vous en parlez, alors convenons-en tout de même. En Afrique, par exemple, les médias n'ont pas toujours forcément la maîtrise de leurs propres sources. Je m'explique. Il y a des informations qui, pour le coup, sont obtenues par divers moyens. Étant donné le niveau dans lequel se trouvent la plupart des grands médias africains, c'est-à-dire souvent difficultés de moyens, etc., on peut considérer qu'il y a véritablement, de ce point de vue-là, une vulnérabilité de ces médias et donc forcément, au bout, une manipulation de l'opinion publique
africaine. Est-ce que vous estimez que dans le contexte des crises internationales, les médias africains ne sont pas quelque part condamnés, en fait, à reprendre des informations qui les échappent, pour le coup, et qui induisent d'une certaine manière leurs opinions publiques? Alors, oui, Francis Aloupo. Ouais, les pressions sont de la même nature que celles que subissent les médias du Nord. Parce qu'au fond, la pression du politique est toujours plus forte en temps de crise et de guerre qu'en temps ordinaire, que ce soit dans le Nord comme dans le Sud, dans les pays africains comme ceux d'ailleurs. Maintenant, il y a la question des moyens, effectivement. C'est vrai que depuis 20 ans, on a quand même des médias indépendants, en tout cas des médias privés en Afrique, et que, bon an, mal an, ces médias essayent d'aller chercher l'information ou de la reproduire, ou en tout cas de produire et de vendre de l'information. Plus les crises sont éloignées, plus ces médias ont les moyens, effectivement, d'accéder à l'information. Donc, il y a effectivement une reproduction d'informations qui passent essentiellement par les agences de presse, ou ce qu'on lit ailleurs. Et puis, il y a surtout une multiplication de commentaires, d'analyses, d'éditoriaux, etc., plutôt que d'aller à la source, parce que simplement, ils n'ont pas les moyens. Et puis, il y a des crises qui sont des crises, je dirais, de moyenne intensité, de basse intensité, des crises locales, où les journalistes ont les moyens d'aller à l'information. Et là aussi, ils ont les mêmes moyens que les gens du Nord. Soit ils vont prendre l'information au commissariat, soit au ministère de l'Intérieur, soit à la présidence, voilà, ils vont chercher l'information par eux-mêmes, et certains en meurent. Il ne faut quand même pas oublier que les journalistes qui ont été tués, parce que simplement, ils touchaient de très près certaines sources qui déplaisaient à certains pouvoirs. Donc, je crois qu'en fait, les journalistes aujourd'hui ont la possibilité, mais n'ont pas toujours les moyens, tout simplement, d'accéder à certaines sources. Mais ça, c'est valable aussi pour les gens du Nord, pour ceux qui sont ici. Il y a des journaux ici, en France, qui ont les moyens, d'envoyer des journalistes là où il faut, à la source, etc. Et puis il y a d'autres journaux qui ne font que du retraitement d'informations. Oui, Francis a abordé le volet que je voulais aborder sur cette question-là. Juste dire, et ça c'est plutôt rassurant, c'est qu'il y a un véritable engouement des publics en Afrique pour leurs médias désormais locaux, qu'ils soient publics, mais surtout privés. Pour le coup, la pertinence vient surtout des médias privés. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une autre lecture de l'actualité, qu'elle soit nationale, africaine ou internationale. Et là aussi, c'est plutôt rassurant. Ça permet d'avoir l'autre vérité. Et cela, on le doit, et je le dis de façon vraiment très honnête, je pense que le rôle qu'ont joué des radios comme RFI, comme Africa numéro 1, des publications aussi comme Afrique Magazine, je veux dire, sont venus nourrir comme cela des velléités, des volontés de donner aussi un autre éclairage, de créer déjà une publication et de donner une autre vision. Et je pense que y a toute une génération d'Africains qui, se détachant de cette image de l'Afrique encore élevée au biberon colonial, eh bien, ce besoin de se libérer de ce carcan, de cette histoire, de cette lourdeur, de cette pesanteur, eh bien, offre là encore une autre vérité, un autre regard sur eux-mêmes, déjà. Ça, c'est très important parce que le vrai déficit venait du regard que les Africains avaient sur eux-mêmes. C'est-à-dire que c'était des médias souvent étrangers qui donnaient un regard sur l'Afrique et l'Africain lui-même acceptait cette vision des choses. C'est ça. Et aujourd'hui, l'Africain parle de lui et se montre tel qu'il souhaite être montré. En tout cas, parfois. Messieurs, vous qui faites autorité dans vos domaines, dans vos domaines respectifs, vous qui êtes homme des médias et des presses, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les médias sont suffisamment capables ou mûrs pour se remettre en question si, par exemple, une bourde, une erreur a été constatée? Ou est-ce que vous pensez au contraire que ce n'est pas aux médias de se remettre en question? Ziad Limam. Moi, j'ai l'impression que je passe mon temps à me remettre en question, à vérifier qu'on ne s'est pas pris complètement de travers, que le type qui est parti n'a pas dit n'importe quoi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on existe en dehors du fait qu'on a des annonceurs? C'est la crédibilité de nos produits. Un produit qui n'est pas crédible, il meurt progressivement, même avec les plus beaux annonceurs du monde. C'est-à-dire, il n'a plus de lecteurs, il n'a plus d'auditeurs, il n'a plus de téléspectateurs. Il est mort. Donc, ce qui nous donne un peu de force, c'est la crédibilité. C'est notre trésor à nous. Donc, notre crédibilité, il faut qu'on la surveille, il faut qu'on voit les informations, comment on se positionne sur tel ou tel dossier. Par exemple, le positionnement d'un magazine ou d'une télé sur une affaire, c'est compliqué. On peut partir, par exemple, d'une affaire de mœurs. Exemple typique d'une affaire blanche, pour prendre un cas intéressant, l'affaire DSK.
Je parle de DSK. Je parle de DSK. Ce qui m'inquiète, c'est que vous parlez de positionnement. Oui. Donc ça veut dire, mais bien sûr. Ça veut dire, Claudiciard, s'il vous plaît. Prenez, le positionnement. si vous voulez pas qu'on parle de DSK, mais qui est, moi je trouve un cas intéressant de positionnement des médias par rapport à quelque chose etc. Mais prenons l'affaire. C'est quelque chose qui me gêne quand vous dites positionnement. Ah oui, on se positionne tout le temps. C'est pas des machines automatiques. Vous prenez en fait le parti de pouvoir traiter l'information ou l'orienter en fonction... Je vais vous donner un exemple très clair. Pour revenir à DSK, j'avais toute une série de journalistes qui voulaient absolument faire un portrait de Nafissatou Diallo et aller me pondre 8 pages avec photos, tatati, tatata, etc. Moi, en tant que directeur de ce journal, j'ai dit « je ne veux pas ». Pourquoi ? Parce que je considère que ce n'est pas mon rôle, moi, Afrique Magazine, de faire une enquête à charge ou à décharge sur Nafissatou Diallo. Ça ne m'intéresse pas. C'est une information, pourtant. Oui, mais c'est pour ça que je vous parle de positionnement. On n'est pas au pays des bisounours parfaits. Il y a des directeurs de journaux. Monsieur Dassault, par exemple, quand il est le patron de son journal, il se positionne. Il y a des gens qui sont pro-UMP. Ils vont dire on est pro-UMP. On est pour que Monsieur Sarkozy... Non, lui, il se positionne. Étienne Moujotte, patron du Figaro, se positionne. Après, il y a des rédactions qui sont compliquées à gérer. Non, mais en général, quand on met en avant... Moi, je peux témoigner d'une chose, par exemple, c'est que depuis 15 ans dans le groupe, au risque de vous surprendre, j'ai eu plusieurs fois Martin Bouygues au téléphone, mais jamais je n'ai eu une pression sur le contenu. Jamais, mais jamais. C'est ça qui est extraordinaire même. C'est même inquiétant en soi. C'est que jamais je n'ai ressenti de pression. J'ai eu des lobbyistes qui ont essayé de me nuire, j'ai eu des gens qui disent du mal, j'ai eu des... Bien sûr, mais jamais j'ai eu de pression. Sans strict. Les vraies pressions, les vraies limites, les vraies pressions, elles ne sont pas là. Le vrai problème, il n'est pas là. Mais c'est toujours intéressant de mettre en avant les faux problèmes, ça occulte les vrais. Non. Quand tu es directeur des affaires internationales à TF1 ou à LCI, il y a bien un moment où tu vas faire des arbitrages entre telle affaire ou telle affaire. Bien sûr. C'est ce que j'appelle se positionner. Et quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'info. Oui, je suis d'accord, mais ça c'est le cas particulier à vous. Mais sur le cas libyen, par exemple, on a clairement des positionnements politiques en France sur la guerre en Libye. Donc c'est des décisions de direction de la rédaction, des décisions des patrons, des chaînes, des rédactions. C'est pas l'argent uniquement. C'est des... Donc on n'est pas... Ziad a tout à fait raison. Écoutez, moi je fabrique une émission sur Africa tous les jours, 2 heures de débat, espace de liberté totale, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'il y a aussi des projections comme ça. Voilà, oui. Mais c'est vrai que nous avons géré la crise ivoirienne et la crise libyenne avec des arbitrages particuliers. Parce que c'était une gestion au jour le jour, il s'agit d'une quotidienne, et que tous les jours, en réunion de rédaction, il fallait savoir quel angle... En plus, vous savez, c'est une radio, on a une réactivité de l'auditoire qui est immédiate. Hein, pardon. Okay. Donc vous parliez dans quel angle orienter le débat, c'est ça ce que vous dites ? C'est pas d'orienter, je parle d'arbitrage. Comment fabriquer l'information pour d'abord dire l'information en tant que telle. Il ne s'agit pas de manipuler l'information, il ne s'agit pas de transformer l'information. Il s'agit de dire, dans la masse d'informations dont nous disposons, quelle est l'information que nous privilégions aujourd'hui et quelle est celle que nous allons privilégier demain, etc. On écrit l'information ici. Mais c'est vrai que, vous donnez l'exemple de Nafissatou Diallo, c'est intéressant, mon cher Ziad. Pendant la crise d'ISK, nous aussi, on a été investis par des auditeurs qui prenaient position dans un sens comme dans l'autre pour DSK ou pour Nafissatou Diallo. Et à un moment donné, on a vu comme ça une sorte de courant comme ça dans l'opinion africaine de gens qui ramenaient l'affaire DSK à une affaire entre blancs et noirs et surtout à l'agression d'un peuple, donc en réduisant l'affaire à une affaire, je veux dire, ethnique, et qui allait considérer, n'intéresser qu'une partie de la population peul vivant en Guinée, etc. Mais précisément, écoutez, ce n'est pas plus vendeur, justement, le fait d'orienter... Personnellement, j'ai refusé d'aller dans ce sens-là. Ok, d'accord. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. C'est tout à votre honneur. C'est certainement une vérité, je veux dire, que d'autres peuvent... Mais moi, j'ai considéré que c'était une falsification de la réalité, mais j'ai peut-être tort. Mais c'est une lecture de la vérité que je n'ai pas choisi de relayer. La question, je suis très heureux parce qu'enfin on l'a dit, Ziad l'a dit, en évoquant le positionnement. Et je me demande à quel moment, lorsque l'on choisit un positionnement, on n'est pas dans une sorte de falsification ou en tout cas où on travestit un petit peu. Non, je me pose la question. Sur l'histoire de la Libye, par exemple, on sait bien la façon dont les populations d'Afrique et certaines populations également, une frange de la population française a vécu
l'intervention en Libye, c'est une guerre inacceptable, la façon dont les Africains ont vécu ça comme étant une agression. Non, je suis sûr. On va laisser terminer Claude Issiard, si vous le permettez. Claude Issiard, poursuivez. Juste exprimer la façon dont, on le sait bien qu'en Afrique, certains ont vécu la défaite de Kadhafi ou la... l'émotion, et j'ai envie de faire on est d'accord. Moi, je suis juste dans le traitement. Moi, j'essaie juste d'être au cœur du sujet et de la question, c'est-à-dire c'est le traitement que nous avons de tout cela et les répercussions que cela a justement sur les différents publics. Et en ce qui concerne le positionnement de la France sur la guerre, évidemment, Kadhafi, c'était le pire des monstres, c'était un salopard, c'était un criminel, c'est tout ce que l'on veut. On peut se dire que ça, c'est la vérité. Parlons du choix des positionnements des journalistes. Oui. Dans la guerre en Libye, par exemple, nous savons tous très bien qu'à un moment donné, il y a un courant d'opinion qui est tout à fait intéressant, émotionnel, bien sûr. Exaltant même, où on a voulu réduire cette guerre à une sorte de complot du Nord contre le Sud. Oui. Élément de langage à ce niveau-là. Ce que je veux dire, je dirais courant émotionnel. Et à nous, journalistes, d'être sereins et de dire à un moment donné, de choisir. Est-ce que nous pouvons simplement nous contenter de relayer cela comme étant une vérité? Alors, on ne peut pas réduire ça. Le positionnement très clairement des médias français et qui traduit le positionnement de la France sur cette guerre en Libye et sur pas l'invasion, mais cette guerre en Libye. Quand vous dites la France, vous parlez de la France officielle. Je parle de la France, je parle de l'OTAN, très grave. Mais en tout cas, je parle des médias français. La façon dont les choses ont été traitées. Et la façon dont les médias en Afrique subsaharienne, en particulier, ont traité cette histoire-là, c'est un symbole. Exactement. Mais à quoi est dû ce décalage, précisément le symbole du panafricanisme, moi, je ne vais pas vous dire ce que je pense réellement de Kadhafi. Je veux dire, c'était... Pour moi, non, mais pour moi, il était hors de question que cet homme prenne la tête du panafricanisme. Je veux dire, pour moi, c'était un illuminé, c'était tout ce que vous voulez, un fou, bref. Mais la réalité, c'est que les opinions en Afrique subsaharienne voyaient en cet homme le panafricanisme. Et la façon dont cette guerre a été menée, la façon dont les médias français ont traité ça, et moi je l'ai vu. Les opinions peuvent se tromper. Les retours qu'il y a eu... Non, mais évidemment... On va prendre le point de vue de Je pense que l'opinion qui a critiqué les éléments de cette guerre, elle s'est entendue en France. Après que le courant émotionnel dont parlait Francis, c'est-à-dire cette espèce d'attachement un peu irrationnel d'une certaine opinion politique africaine sur Kadhafi, ça c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais en même temps c'était peut-être pas ce qui préoccupait la France à ce moment-là. Mais la contestation de la guerre en Libye, de comment elle a été organisée, des moyens, etc., c'est quelque chose qu'on a entendu en France. Moi je l'ai vu sur des plateaux de télé en France, sur iTélé, chez vous, sur LCI, il y avait des gens qui exprimaient des opinions divergentes. Donc je ne crois pas que le problème, encore une fois, ce soit un problème de... Pourquoi c'est bien que les gens se positionnent? Parce que quand je vais chez le marchand de journaux le matin et que je veux une opinion de droite, je sais que je vais retrouver ça dans le Figaro, et puis je vais prendre Libé à côté, et puis je vais prendre Le Monde, puis je vais prendre l'UMA, et puis je vais prendre je sais pas quoi, et je vais avoir différentes sources d'informations qui vont m'aider moi à faire mon opinion. En fait, qu'est-ce qu'on cherche? C'est que les gens se fassent une opinion, c'est que les gens par l'information se fassent une opinion. J'ai pas besoin d'avoir une machine à produire du news parfait. Ça m'est égal que le news soit un peu orienté. Un moment, c'est pour dire que Ziad qui vient de parler du Figaro, de l'Humanité, de Libé, c'est valable aussi pour les journaux africains. Vous savez, Ziad et moi, nous sommes aujourd'hui de grands amis, mais bon, c'est vrai que Ziad appartient à un groupe. Moi, j'ai été 15 ans rédacteur en chef d'Africasie, qui était effectivement perçu pendant très longtemps comme ayant véhiculé un courant d'opinion différent des Jeunes Afrique, par exemple. Et pendant très longtemps, les étudiants achetaient ou Jeune Afrique ou Africasie, ou les deux en même temps, pour avoir des opinions, donc je dirais des opinions complémentaires ou différentes. Mais ça fait 30 ans déjà. Moi, je pense que la page opinion est réservée dans les journaux à une petite place, en fin en général de publication, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le lise en dehors de ceux qui l'ont écrit. Et quand un grand éditorialiste claque la porte d'un journal, ce journal ne perd en général qu'un seul lecteur. Je ne sais pas si mon voisin relit ses éditoriaux et ses papiers d'Africasie d'il y a 15-20 ans, mais il devrait le faire parce que c'est un exercice d'humilité qui vaut la peine. Et avec beaucoup d'humiliation, on arrive à un peu d'humilité. Ce que je veux dire, les opinions sur la guerre en Libye, tout le monde s'en fout en réalité. Droite, gauche, le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'essayer de faire avancer le schmilblick, c'est d'essayer de se rapprocher un peu de la vérité, c'est donc d'avoir accès aux acteurs, c'est donc d'essayer de rembobiner le film et de regarder qu'est-ce qui a été à l'œuvre pour forger la vérité dominante et d'essayer de
l'opinion dominante et essayer de s'en démarquer. Ce n'est pas une histoire de positionnement idéologique comme un intellectuel à Saint-Germain-des-Prés va essayer de trouver, par rapport à un événement, ce qui va le distinguer de son homologue et de son rival. C'est pas ça. Dans le journalisme, c'est d'essayer de faire avancer quand même la machine. C'est donc de pouvoir... Un article d'Annick Cogent sur les Kadafètes, parce qu'elle en a retrouvé une, et qu'elle n'est pas du tout spécialiste de la Libye, elle ne connaît rien à la Libye, elle ne connaît pas grand-chose à la guerre. Elle est allée à Tripoli, elle a rencontré la fille qu'il fallait, qui lui a raconté exactement son esclavage sexuel. On en apprend plus à travers un papier comme ça, fait par une journaliste de bonne foi et de talent, qui ne cherche à rien démontrer du tout. On en apprend plus sur Kadhafi, qui n'était pas fou, mais qui était sans aucun doute pervers, qu'à travers toutes sortes d'opinions qu'on lit dans les journaux. On l'aura bien compris, le sujet. Malheureusement, Ziad Limam, on va devoir conclure, malheureusement. Non, mais juste pour dire, voilà. Que je vais vous laisser, je vous accorde une demi-seconde à chacun pour conclure. Le journalisme, c'est le news et l'opinion. On ne peut pas dissocier les deux. On est des machines à news et on est des machines à opinion. Et si on arrive à faire les deux pas trop mal, c'est pas mal. Claudiciard. Non, juste à préciser, je n'étais pas du tout, je suis pas sur, je suis ni un pro-Kadhafi, ni quoi que ce soit. C'était juste donner l'opinion de celles et ceux qui ont eu une autre lecture de cet épisode-là. Francis Laloupo. Non, ça n'est pas contradictoire. Francis Laloupo, vous concluez. Allez-y. Non, mais moi, je me disais que vous n'avez pas un dernier mot pour votre défense? Mais je me sentais vous ralliez à la position des uns et des autres. Je ne me sentais pas dans le box de l'accusé. Non, je vous taquine. Vous l'aurez remarqué, donc le sujet d'aujourd'hui, Vincent Hervouet, je pense que vous aurez l'opportunité, à mon avis, de poursuivre sur, je le rappelle, Ainsi va le monde. Voilà, chers téléspectateurs, donc ce sujet, nous ne l'avons pas épuisé, c'est normal. Le rôle des médias dans les crises internationales. Est-ce que la presse joue pleinement son rôle? On a vu qu'effectivement, cela a été possible, mais quelquefois, des contraintes font qu'elle soit obligée de pouvoir tenir compte, on va dire, de certaines contingences, de certains intérêts, mais pour le reste, elle fait son travail du mieux qu'elle le peut, par rapport au fait que les journalistes sont susceptibles d'être instrumentalisés. Là encore, je pense qu'il appartient aux uns et aux autres de travailler en son âme et conscience, mais on ne peut pas effectivement exclure le poids des pressions qui peuvent, selon les circonstances, amener une certaine presse à pouvoir orienter l'information. Enfin, par rapport à la capacité des médias à se remettre en question, eh bien, certains ont le courage de le faire lorsque des erreurs sont commises. D'autres préfèrent éventuellement changer de positionnement. Mais en tout état de cause, les médias restent importants et il appartient à vous, opinion publique, de démêler le vrai du faux. Je voudrais remercier ici, une fois de plus, nos différents intervenants. Monsieur Claudiciard, je rappelle que vous êtes PDG de Tropique FM et délégué... Tout à fait, c'est très bien. On va d'y revenir bientôt. Merci pour la précision. Vous êtes également délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Monsieur Vincent Hervouet, vous êtes journaliste à TF1 et LCI. Monsieur Ziad Limam, vous êtes directeur de la publication d'Afrique Magazine. Et enfin, Monsieur Francis Laloupo, vous êtes journaliste à Africa numéro 1. Je voudrais également vous remercier, chers téléspectateurs, pour la confiance que vous ne cessez de nous témoigner tout au long de nos émissions, en vous rappelant que vous avez la possibilité de nous envoyer vos multiples réactions sur notre adresse mail débat@l'autrevérité.com. À la prochaine. Yes. Bonsoir à tous. Ok. Celle-là, c'est pour mon peuple. Yeah. Paraît que je suis africain, paraît que je viens de loin, paraît que mes ancêtres n'ont pas su gérer leurs biens. Paraît qu'on était riches, forts, qu'on était frais, mais pour le commerce triangulaire, en fait, on n'était pas prêts. On n'était pas fait pour cultiver leur coton, on l'était encore moins pour dealer avec le colon. L'Afrique connut la politique, connut l'indépendance. L'Europe nous a libérés, mais en laissant une dépendance. Bienvenue dans l'ère des fameux présidents d'Afrique.